Bonjour et bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Émilie, passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles voyageurs, qu'ils soient expatriés, nomades, tour-du-mondistes ou simples touristes. Nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast est disponible partout, sur le blog bien sûr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Alors détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Et si, au lieu de chercher un premier emploi après tes études, tu décidais de prendre la route, littéralement? C'est le pari un peu fou qu'a fait Tom à 25 ans en embarquant sa mère photographe dans une aventure unique. Traverser l'Afrique de Paris jusqu'au Cap en 4x4 et une tente de toit. Une aventure humaine avant tout, mêlant exploration, engagement solidaire et passion pour la photo. Leur projet les a amenés à travers des paysages incroyables, des rencontres bouleversantes, mais aussi des galères mécaniques au beau milieu de nulle part. Dans cet épisode, Tom nous raconte les coulisses de ce voyage, ce qu'il a appris sur lui-même et la cohabitation avec sa maman. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Tom, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast des parents voyageurs. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Émilie, merci beaucoup de m'accueillir et avec plaisir je pourrais partager toutes ces belles histoires. Bah oui, ton projet, je le suis depuis le début et franchement, quand je suis tombée sur une de tes vidéos, je me suis dit, mais il faut absolument que j'arrive à avoir une interview avec lui parce que le projet, je l'ai trouvé complètement fou, enfin très atypique. Peut-être que dans un premier temps, tu peux commencer par te présenter et puis nous parler, nous expliquer ce fameux projet initial. Ouais, bien sûr. Du coup, je m'appelle Tom, j'ai 26 ans maintenant. J'ai eu l'idée de monter un projet à la sortie de mes études. Donc, j'ai terminé mes études l'année dernière. Et voilà, en fait, je voulais pas me lancer tout de suite dans le monde du travail et pouvoir créer un beau projet dont je suis fier et un peu me challenger sur tout ça, voir si je suis capable de monter un projet de A à Z. J'ai fait pas mal de recherches. Au début, ça pouvait être un peu tout et n'importe quoi, mais j'avais besoin d'aventure et ça a toujours été un rêve depuis petit. Au fur et à mesure de mes recherches sur le projet, et j'ai proposé à ma maman du coup de venir avec moi faire ce long voyage, pour que ça soit un peu plus qu'un projet personnel et que ça soit aussi un projet professionnel pour ma mère qui est photographe. Et donc voilà, ça s'est monté un peu petit à petit comme ça avec elle. Tu décides de partir avec ta maman dans le projet. J'ai plusieurs questions. C'est déjà combien de temps vous avez, on va dire, travaillé sur ce projet en amont? Et puis, comment tu as réussi à convaincre ta mère de partir avec toi? Est-ce que le sujet de l'Afrique est venu ensemble ou c'est toi qui lui as dit viens maman on part en Afrique, on fait un voyage fou, enfin comment tu l'as amené en fait ce projet? C'est surtout moi qui ai travaillé sur le projet parce que voilà, c'est à la base mon idée et vraiment moi qui souhaitais réaliser ça. Et puis en fait, je lui en ai parlé pas au tout début. C'était pas, je l'ai pas proposé dès le départ parce qu'initialement, j'avais pas imaginé faire un tel projet avec ma mère. Forcément, j'avais plus pensé à faire ça avec un ami ou voilà une connaissance parce que c'est une aventure un peu compliquée, c'est physique. Je cherchais, moi, je m'y connais pas du tout en mécanique, donc je me disais peut-être trouver quelqu'un qui est plus bricoleur que moi pour m'aider à faire un tel voyage. Et puis voilà, en fait, j'ai pas forcément trouvé de personnes. Enfin, j'avais des personnes qui pouvaient, mais pas forcément aux bonnes dates. Et puis, en fait, j'ai repensé à ma mère, c'est elle qui m'a fait découvrir l'Afrique quand j'étais plus jeune. On y allait plusieurs fois au Kenya, par exemple, et voilà, j'avais adoré ce pays. Le Kenya, c'était un de mes plus beaux voyages et les meilleurs souvenirs que j'ai en tête. Et donc, je sais que ma mère adore l'Afrique et voilà, à travers ce projet, je voulais un peu plus lui donner l'opportunité de découvrir ce beau continent et d'autant plus à travers la photographie parce que c'est sa passion et son métier. Et donc voilà. Tu proposes de partir et quelle a été sa réaction
par rapport à ce projet? Bah alors au début, elle était pas trop. Il a fallu un peu la convaincre, hein. C'était pas un oui tout de suite forcément. Déjà aussi, je suis un peu de personnalité à avoir des plein d'idées en tête souvent, mais je vais pas forcément au bout de toutes mes idées. Et donc elle a dû se dire au début que c'était une idée de plus et que ça allait pas forcément se réaliser. Mais en fait, au fur et à mesure des jours et des semaines où j'étais de tous les jours de plus en plus motivé, elle commençait à se dire oui, en fait, il est sérieux. Et donc, elle a commencé à un peu plus réfléchir à l'idée. Et puis voilà, aussi, elle a quelqu'un dans sa vie qui ne voulait pas trop la voir partir. Et donc, c'était un peu compliqué pour elle de prendre cette décision de partir 6 mois, parce que forcément, quand on est avec quelqu'un et qu'on la laisse pendant 6 mois, c'est pas simple Mhm. pour des deux côtés. Donc ça a été un peu dans son choix où elle devait se demander si elle prenait cette opportunité avec son fils ou si elle restait avec son copain. Et donc voilà, ça a été un choix qui a pris du temps, mais voilà, après c'était une très bonne opportunité au niveau de la photo, parce que malheureusement ma maman elle n'arrivait plus à vivre de la photographie depuis quelques années et donc elle perdait de plus en plus cette passion et cette envie pour vivre de la photo et que je voulais lui redonner à travers ce projet-là. Et donc voilà, c'est un peu ça qui a finalement fait que qu'elle a accepté. Super. En tout cas, les photos sont magnifiques. Là, elle avait un terrain de jeu de fou pour reprendre goût à la Ouais. photographie. Ça devait être magique, je pense, pour elle. Ah oui, oui, bah ça c'est sûr que je pense que l'Afrique c'est un des continents les plus photogéniques pour énormément de choses, que ce soit les couleurs de la terre, les paysages, les gens Mm. qui y habitent, c'est magnifique et voilà. Alors c'est pas tous les jours des choses faciles à prendre en photo parce que forcément il y a beaucoup d'endroits où il y a de la grande pauvreté, mais c'est aussi un des continents où on voit probablement le plus de sourires et le plus de joie de vivre. Mm. Et donc, c'est plus agréable à prendre en photo forcément des personnes comme ça que des personnes qui font un peu la gueule. Et donc voilà, forcément, c'est pour la photographie, c'est extraordinaire Mm. comme endroit. Pas tous les jours facile, parce que forcément, pas tout le monde aime avoir quelqu'un en face avec une caméra, mais on essayait de faire oublier un maximum la caméra à travers des discussions, des rigolades, de la danse, et pour être avoir des connexions réelles avec les locaux. Ouais, parce que j'imagine que c'est pas facile d'arriver dans un village avec voilà ton matériel qui n'ont probablement jamais vu de matériel comme ça et en fait d'être un petit peu les figurants de ce que vous voulez photographier. Donc du coup, j'imagine que ça doit être doublement compliqué quoi d'arriver en tant que voyageur inconnu, vous voulez photographier, ils n'ont pas tellement de moyens et toi tu arrives avec du matos qui coûte cher. Mhm. Donc j'imagine que ça devait être un défi de pouvoir justement essayer de prendre des photos sans froisser les personnes, une manière à ce que ce soit naturel, etc. Comment vous avez géré ça? Bien sûr, ouais, ça a été une des plus grandes difficultés, surtout, voilà, bah, on a aussi des couleurs de peau différentes, ce qui fait qu'on est tout de suite un peu repéré très rapidement, et donc aussi ça peut être très mal vu un blanc qui va en Afrique et prendre des photos. Je sais qu'aujourd'hui, on peut avoir beaucoup de critiques sur ce genre de choses, mais voilà, la photographie, c'est un peu ça aussi, hein. Il y a beaucoup de gens qui font des photos de personnes, parce que nous, on était spécialisés dans les personnes et non dans les paysages. Ok. Euh, donc, on était plus amené à pouvoir être critiqué en fonction de photos. Mhm. Mais voilà aussi, c'est le travail d'un photographe d'aller prendre des photos de personnes. Mais en fait, on essayait un maximum d'aller à la rencontre des gens et de pas sortir tout de suite nos caméras pour ne pas leur faire peur et avoir. Enfin, ça peut être réticent et Mm. les gens vont pas forcément être agréables tout de suite.
Mhm. Donc on essayait un maximum d'abord faire connaissance, mais après c'était un projet voilà donc sur 6 mois. 6 mois ça paraît long, mais l'Afrique c'est immense et donc on peut pas passer du temps partout à chaque endroit. On peut pas passer plusieurs jours à faire connaissance avec les personnes pour ensuite les prendre des photos de l'endroit ou de ces personnes-là. Et donc voilà, il fallait quand même juger entre prendre le temps, mais aussi faire, faire des photos assez rapidement parce qu'on bouge tout le temps. Euh, mais voilà, ça a été un challenge. Je pense que ça s'est super bien passé. En tout cas, on n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. Et puis, si une personne ne voulait pas être prise en photo, bah, on la prenait pas tout simplement. Euh, mais voilà, en fait, on avait vraiment des facilités à aller vers les gens et là-bas, les gens sont accueillants, donc ça se fait très naturellement. Mm. Ouais, une fois que vous aviez en fait votre technique d'approche, après, j'imagine que vous étiez peut-être de plus en plus à l'aise. Ouais, bien sûr. Mm. Et puis on faisait, alors ce projet-là, il y a la photographie, mais il y avait aussi d'autres choses, hein. On est aussi allé pour représenter une association sur l'accès à l'eau potable. Et donc, on est allé filmer dans des villages un peu reculés leur accès à l'eau potable, montrer un peu la difficulté qu'ils endurent chaque jour pour chercher de l'eau, notamment dans un village en Côte d'Ivoire où ils mettaient plus de 2 heures de pirogue pour aller chercher de l'eau dans un puits. Donc voilà, c'est des choses pas faciles et où ils ont besoin d'aide pour avoir une vie plus simple et plus Mm. accessible sur cette ressource-là. Et puis on est aussi allé voir des associations et des artistes. Ça, c'était aussi important pour nous. Ça a été compliqué parce que faut que l'artiste soit disponible, il faut que il est pas forcément aussi sur notre chemin, ce qui fait que bah, ça nous rajoutait plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres si on voulait aller voir ces personnes-là. Et c'est des routes un peu compliquées, donc c'était pas tous les jours, pas toujours facile Mm. d'aller faire tout ce qu'on avait prévu. Mais on a vu quand même quelques artistes et c'était incroyable. On a adoré les interviewer et montrer un peu ce qu'ils produisaient. Donc voilà, on avait vraiment multiples missions dans cette aventure. C'était pas simplement un voyage comme la majorité des personnes qui font ce même voyage vont le faire juste pour un peu le challenge. Nous, on avait aussi quelques missions dedans pour aller à la rencontre des locaux et montrer ce qui se passe réellement. Mm. Ouais, c'est ça qui j'ai trouvé super beau dans votre projet, c'est qu'il y avait cet engagement solidaire autour de ce projet d'eau, l'univers photographique à la fois de ta maman et des artistes que vous avez rencontrés. J'ai suivi aussi, c'était vraiment juste dingue. Donc c'est fou d'avoir du coup imaginé ce voyage dans ce sens. Vous auriez effectivement pu partir qu'à deux en disant voilà on prend 6 mois que nous deux pour pour développer ta photo, etc. Pourquoi tu voulais être un peu plus engagé dans ces assos et quel a été ton travail notamment pour Charity Water? Qu'est-ce que tu as fait concrètement avec eux? C'était quoi ta mission? Alors déjà, avant le projet, j'avais fait des recherches un peu d'associations sur ce sujet-là et je voulais une association qui soit réellement sérieuse et auquel je sois sûr de ses missions. Mhm. Et donc Charity Water, elle vit grâce à des donateurs privés qui financent un peu toutes les dépenses qu'elle peut avoir pour que chaque don qui sont faits soit 100% mis en place pour des projets sur l'accès à l'eau potable, donc création de puits, etc. Et donc c'est une très grosse association, hein, c'est une association américaine qui fait des projets partout dans le monde. Donc j'ai été en communication avec eux pour lancer une cagnotte que j'avais mis sur mon Instagram
Mais voilà, après, je voulais aller un petit peu plus loin avec eux, mais malheureusement, c'était pas simple vu que c'est une très grosse association et ils ont beaucoup de projets, donc j'ai pas pu faire plus que ça. Mais voilà, après, moi, c'était pour aussi, donc il y avait la cagnotte, mais c'est aussi pour montrer un peu leur travail et les mettre en avant. Et puis ensuite, je savais qu'ils avaient des projets sur les pays qu'on a parcourus, et donc ça avait du sens. Et voilà, nous, on a pu aller faire des vidéos et voir un peu sur différents pays les accès et les différents problèmes qu'il pouvait y avoir. Et tout ça en mettant en avant l'association. Comment vous avez financé ce projet? Parce que toi, tu disais que tu sortais de l'école. Ta Mhm. maman, à la base, elle n'était pas partie pour faire un projet comme ça. Ou comment vous vous êtes organisé pour financer un tel voyage? J'ai fait appel beaucoup déjà à des donateurs Mhm. qui voulaient nous aider. Donc j'ai fait des cagnottes pour nous aider à financer un tel projet. Ça a été vraiment la majorité de mon travail pendant les mois de préparation. Donc j'ai commencé le projet en fin mai, début juin, vraiment à me mettre dessus. Et j'ai fini, et on est parti en novembre, donc c'était quand même assez rapide. Ouais, J'ai quand j'ai même. vraiment tout fait en quelques mois. Et donc voilà, c'est pas un voyage en général. Les gens prévoient de faire ce voyage au moins un an à l'avance, surtout pour avoir le temps d'acheter la voiture, de la préparer et tout ça. Moi, j'ai fait ça vraiment un peu en coup de tête et j'étais tellement motivé que je travaillais vraiment jour et nuit sur le projet, donc ce qui fait que ça a bien avancé. Et donc pour financer, bah, je contactais toutes les connaissances que j'avais, les amis, la famille, parce que malheureusement c'est beaucoup comme ça que ça se fait, hein, pour avoir des aides et des dons, c'est au contact, hein, en tout cas de Mm. ce que j'ai vu, parce que j'ai aussi fait appel à des entreprises, mais bon, c'est pas simple d'avoir des sponsors sur ce genre de choses quand on ne leur assure pas des retours. Parce que voilà, j'avais pas de compte sur les réseaux sociaux, j'avais pas de compte avec beaucoup d'abonnés ou de Ouais. faire rêver et se dire ah, ok, si je le soutiens lui, je vais avoir de la visibilité. Donc j'avais pas forcément ça, c'était pas simple. Mais voilà, et puis aussi j'ai contacté beaucoup de médias, donc j'ai reçu des donateurs grâce à des articles que j'ai réussi à avoir sur différents médias. Et puis voilà, aussi on est passé sur France 3 en direct à la télé, donc ça a pu faire un peu parler du projet. Ouais, donc c'était quand même un gros travail en amont pour tout ça, trouver les financements, organiser le départ, travailler l'itinéraire, gérer les associations, les artisans, Ouais. etc. J'imagine que ça a dû être 6 mois intenses de préparation, quoi. Ah oui, oui, c'était 6 mois où je travaillais tous les jours dessus. Moi, ça m'a fait du bien de travailler comme ça parce que je cherchais à avoir un projet vraiment où j'étais motivé, j'avais de la motivation et puis ça m'a fait découvrir le fait de ne plus connaître la fatigue quand on est motivé dans Mm. quelque chose et ça c'est incroyable parce que je travaillais avant ça je travaillais donc j'étais souvent fatigué et pas trop motivé par ce que je faisais et vraiment avoir ce projet-là ça m'a donné un gros coup de boost et c'était 6 mois durs mais que j'ai vraiment aimé à faire. Au bout de 6 mois, t'étais crevé pour prendre le voyage, commencer le voyage? Ouais, en fait, ma mère comme moi, on réalisait quand on est parti. En fait, on réalisait pas du tout ce qu'on faisait là. C'était très bizarre les premières semaines. C'est difficile à imaginer en partant, en prenant la route de Paris, là, on prend la direction de l'Afrique du Sud, à plus de 25 000 kilomètres de là. Ouais, en fait, j'étais fatigué, mais j'étais excité aussi. Mais en même temps pas tellement parce que justement on réalisait pas trop ce qu'on faisait. On avait l'impression qu'on partait juste en voyage une semaine ou 2 semaines et donc c'était assez particulier le départ
on réalisait pas du tout. Un truc que je mets souvent en avant sur ça, c'est que ma mère comme moi, on n'avait jamais fait de camping, ni de camping sauvage, ni de road trip de notre vie. Donc, D'accord. on était totalement novices là-dedans. On est vraiment parti sans expérience. Si je voulais, par exemple, avant essayer la voiture pour partir, par exemple, dans les montagnes et voir si on se débrouille déjà, savoir si on sait faire la cuisine en extérieur et tout. Bon, c'était utiliser un réchaud et tout ça. C'était, je doutais que qu'on soit pas capable de faire ça. Mais voilà, on a eu zéro entraînement, et donc c'est peut-être un peu inconscient aussi. Mais voilà, aussi, moi, c'était pour un gros test pour savoir si je savais me débrouiller ou pas. Et il y avait qu'une seule solution de le savoir, bah, c'était de partir. Hmm. Ouais, c'était quand même assez couillu de partir comme ça, effectivement. Et tu t'es pas demandé aussi si tu allais réussir à supporter ta mère pendant 6 mois? Enfin, pas dans le sens négatif, mais c'est partir avec sa mère, Ouais. c'est lourd. On sait toujours qu'il y a des fois des différences de génération qui fait qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Et t'as pas eu peur de ça au départ? Bah si, bien sûr, j'avais ça en tête, hein, comme elle, je pense, elle l'avait en tête d'être 6 mois avec son fils H24. Mais franchement, avec ma mère, on s'entend très bien. Et je sais pas, ça faisait plus de 7 8 ans que je vivais plus à la maison, donc forcément, ça faisait un moment qu'on se voyait plus tant que ça. Mais je savais que si on travaillait ensemble, qu'on était un peu motivés tous les deux et que ça allait bien se passer. Et puis aussi le fait d'être avec sa mère, bah, on est peut-être plus amené à faire des efforts dans les moments où c'est un peu compliqué. Hmm. Et donc oui, on a eu des moments où on se disait, oh, ça va être un peu chaud. Mais franchement, ça s'est hyper bien passé. On s'est quasiment jamais embrouillé l'un sur l'autre. Ou à chaque fois qu'on commençait à s'énerver, c'est que là, on était trop fatigué et il fallait juste qu'on arrête de se parler, et qu'on aille dormir et on se reparlera le lendemain. Mais voilà, franchement, on a super bien géré ça. Il y a eu aucun souci. Et puis voilà, en général, les gens qu'on rencontre font ce voyage-là en couple ou entre amis. Ouais. Et on a vu des couples qui se sont séparés pendant le voyage. Ah oui. Donc, parce que voilà, c'est des aventures où tu es H24 avec l'autre personne et c'est très physique, très fatigant. Et donc, on a vraiment la réelle personnalité de la personne Hmm. en face. Et il n'y a pas de, voilà, c'est compliqué de cacher ses émotions et son caractère, quoi. Pour le coup, oui, vous vous connaissez bien, mais c'est vrai que c'est des voyages qui sont très challengeants finalement. Aussi, surtout l'Afrique, c'est pas un pays facile. Faut bien se connaître pour faire ce genre de choses, quoi. Ouais, ouais. Au final, il n'y a eu aucun souci. Puis chacun un peu avait ses missions. Petit à petit, on savait quoi faire. On avait chacun nos missions, donc c'était plus agréable à vivre. Mhm. Concernant en fait votre itinéraire, c'était Paris-Cape Town. Comment tu as dessiné ton itinéraire? J'ai fait simplement l'aller, heureusement, parce que sinon ça allait être très très long. Ouais. On a longé toute la côte ouest, qu'on a contourné parce que c'est chaque pays, ça nécessite un visa, ça nécessite des passages de frontières. Donc un visa c'est de l'argent, les passages de frontières c'est du temps et possiblement des emmerdes. Hmm. Donc et puis aussi un pays qu'on aurait rêvé voir, c'était le Gabon parce que ça avait l'air absolument magnifique, mais malheureusement les frontières étaient fermées par la route, par le Cameroun. Donc c'est là où on était censé passer. Et donc en fait il n'y avait pas de possibilité de rentrer dans le pays. Donc on l'a contourné. Mais voilà. Et puis donc l'itinéraire en fait je l'avais déjà préparé avant, notamment grâce à il y a des personnes qui ont déjà fait le voyage et donc qui ont un peu partagé sur Internet leurs itinéraires, leurs conseils, etc. C'était le petit reporter
qui avait fait ça. Mhm. Et ça m'a été très utile pour un peu regarder l'itinéraire. Et puis après, de toute façon, en fait, l'itinéraire, il se fait au jour le jour. Et donc, ça change tout le temps. J'avais prévu un truc, mais on n'a pas du tout fait ça parce que les routes là-bas évoluent ou même il y a des routes qui sont défoncées et chaque année, chaque mois, ça change. Là-bas, c'est vraiment pas très fiable le GPS. Et, euh, et donc voilà, puis après, ouais, ça se faisait au jour le jour, l'itinéraire, et, jusqu'au bout. À chaque fois, on savait pas vraiment où on allait dormir le lendemain, quoi. À chaque fois, on repérait un peu des endroits où on voulait aller, des beaux endroits ou des spots qu'on avait repérés. Puis après, petit à petit, on faisait notre itinéraire et puis aussi, on avait un timing quand même relativement serré pour faire tout ce voyage, donc on pouvait pas aller partout, et donc fallait faire des choix. Puis aussi, il y avait le budget qui était un des plus gros sujets sur le voyage, c'était que si on fait plus de kilomètres, bah, ça coûte plus d'argent parce que la voiture, elle consommait beaucoup de gasoil. Mhm. Et donc, l'argent, le gasoil là-bas, c'est quand même plus cher que ce que je pensais. Ok. C'est pas donné, ça dépend des pays, mais c'est toujours entre 1 € et 1,20 €. Donc, ça fait un sacré budget quand on parle de plusieurs dizaines de milliers de Mm. kilomètres. Surtout que c'est des routes souvent un peu avec des trous et tout ça, et donc la voiture consomme encore plus que d'être sur une autoroute avec une vitesse constante. Donc voilà, l'itinéraire, il avait plusieurs variables. Les spots où vous dormiez le soir, comment tu sais quand t'arrives à un spot pour dormir, c'est safe ou pas pour toi pour la nuit? Il y a il y a une application qui nous a vraiment aidé tout au long du voyage. Ça s'appelle iOverlander. Ok. Et donc ça, c'est génial parce que c'est du partage d'expérience d'utilisateurs. Et donc dès qu'une personne trouve un spot plutôt safe où faut que ça soit plat aussi pour pouvoir Mm. remettre la voiture et la tente. Et donc ça, en fait, on trouvait souvent des spots grâce à ça. Et donc ça permettait un peu de ne pas stresser pour savoir où dormir chaque soir. Donc du coup, on faisait un peu nos itinéraires, on regardait où on pouvait aller dormir le prochain jour. On prenait plusieurs spots et puis en fonction du temps qu'on mettait et de l'itinéraire, on prenait une décision au fil de la journée. Voilà, après, c'est l'aventure, hein. On va dans des endroits, de temps en temps, les personnes disent que le spot était incroyable et que c'était un des meilleurs, alors que pour nous, quand on regarde, il est juste nul. Et, et donc voilà, on n'a pas tous les mêmes avis. Et puis aussi, les choses évoluent. Le truc, c'est il y a plein de spots sur iOverlander, mais on peut pas se fier à un spot qui a un avis de plus d'un an, par exemple, parce que ça évolue trop. Mm. Et donc, il faut que se fier à des avis qui sont très récents pour avoir bah, un avis fiable. Mm. Et puis après, sur place, bah, on regardait un petit peu comment ça se passait et prenait une décision de rester ou non. Il y en a certains où on partait parce qu'on se sentait pas très bien ou que c'était pas suffisamment bien pour nous. Sinon, mais en grande majorité, ça allait très bien. Et puis de temps en temps, en fait, mieux vaut, si on se sent pas en sécurité ou quoi, mieux vaut aller totalement voir un village et leur demander de dormir dans le village plutôt que de dormir à côté parce que ils vont se demander qui sont ces personnes qui viennent dormir à côté. Est-ce que c'est des voleurs? Donc mieux vaut aller à leur rencontre Ah, et leur et dormir. demander. Mm. Ouais, et d'avoir un peu leur sécurité, parce qu'en général, ils sont super accueillants, super gentils et super contents de nous accueillir. Faut pas hésiter en fait à aller voir les gens parce que c'est souvent là où on est le plus en sécurité. Mais c'est vrai que ça, c'est
Pour moi, j'ai l'impression que c'est un défi quand même vachement important dans ce type de voyage parce que l'insécurité, c'est un vrai sujet. Pour toi et ta mère, ça a été quoi les principaux défis de ce voyage? Le plus gros défi pour moi, c'était aussi, c'était pas forcément ce genre de choses-là, c'était plus de tenir le budget et de faire attention à la voiture parce que chaque panne, chaque casse, chaque passage au garage, ça coûte de l'argent. Hmm. Enfin, ça abîme la voiture et ça, parce que aussi je compte revendre la voiture après le voyage, donc du coup, j'avais un peu cette peur à chaque fois de faire perdre un peu de la valeur à la voiture, parce que pour moi, en fait, c'était génial. J'ai une voiture, j'avais une voiture de rêve qui était suréquipée, vraiment. Moi, je la trouve super belle et tout ça. Mais en fait, par rapport à mon budget, c'était quand même un budget énorme et du coup, ça pesait énormément dans ma tête et je stressais beaucoup, beaucoup par rapport à tout ça. Et par exemple, en Côte d'Ivoire, une pièce, c'est le démarreur qui est resté bloqué et il a commencé à prendre feu dans le moteur. Et donc, j'ai dû sortir l'extincteur. C'est là où j'étais bien content qu'il y en ait un dans la voiture. On se demande toujours qu'on l'utilise, on se dit toujours qu'on l'utilisera jamais, mais le jour où on l'utilise, on en est bien content. Et en fait, je voyais la pièce prendre feu. Moi, j'avais le stress qui montait. Je crois que j'ai rarement autant stressé dans ma vie à ce moment-là parce que je voyais toute l'aventure s'arrêter et tout ce 4x4 et l'argent qu'il y a autour de ça prendre feu. Mhm. Et donc, moi, c'était vraiment un des plus gros stress que j'avais sur toute cette aventure-là. C'était surtout au niveau du budget. Et j'aurais préféré limite partir avec une voiture beaucoup moins chère et me poser beaucoup moins de questions ça m'aurait ça m'aurait enlevé un gros poids sur les épaules. Mais voilà, après, niveau challenge, bon, bah, c'était l'aventure. Chaque jour, c'était un nouveau défi. Chaque jour, il y avait de nouvelles choses à surmonter. Ou c'était pas forcément une crainte parce qu'à chaque fois, on arrivait à se débrouiller dans tous les cas. Les gens ici, ils t'aident et tu trouves vraiment, il y a des gens partout. Ça, c'est un truc de dingue. En fait, les gens là-bas ont le temps. Donc quand tu as un problème, ils ont le temps de t'aider. Et donc voilà, et puis ils sont toujours plutôt sympas et ils vont pas te laisser au milieu de nulle part sans aide. Et donc en fait, ça, c'était rassurant. Les gars là-bas, ils savent se débrouiller pour n'importe quoi. Et donc c'était rassurant. Il y a cette espèce de solidarité qui se met en place super vite dans les villages. Les gens se plient en quatre pour trouver une Ouais, solution ouais. et c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous en Europe. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, mince, là je suis allée trop loin dans mon aventure, j'ai peut-être un peu dépassé les bornes. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit ça, tu vois, par un peu un excès de confiance, se dire, bah voilà, ça fait déjà quelques mois, tu es sur place, tu as compris un peu les codes. Bah, l'exemple, par exemple, de la Côte d'Ivoire où le 4x4 commence à prendre feu, par exemple, je m'y connais pas tellement en mécanique et donc voilà, je me dis si j'étais parti formé et tout ça sur tout ça, j'aurais su réagir beaucoup plus rapidement. Et puis forcément, comme par hasard, c'est toujours dans les pires endroits où ces choses arrivent. Donc on était dans un endroit totalement perdu, sans réseau et tout ça. Et en fait, j'avais le 4x4 qui commençait à sentir de plus en plus le brûler. Là, il y avait de la fumée qui sortait. Donc je me suis empressé bah, un peu de tracer pour trouver un garage. Sauf que c'était beaucoup trop loin et en chemin, la voiture fumait de plus en plus et le démarreur forçait de plus en plus, donc ce qui fait que ça a commencé à prendre feu. Mais en fait, bah, heureusement à ce moment-là, on a trouvé de l'aide très rapidement et on est tombé sur des gens incroyables. C'était une des plus belles rencontres qu'on a fait du voyage. Mais oui, à ce moment-là, je me suis dit que là, j'étais allé trop loin et qu'en fait, bah du coup, peut-être que j'étais pas si préparé que ça, mais bon, au final,
final, j'ai réussi à me débrouiller. Et puis en fait, là-bas, moi, j'avais peur de toujours, dès que j'avais un problème, bah, que l'aventure était terminée. Mais en fait, pas du tout. Dès que tu as un problème, tu trouves toujours une solution là-bas. Et puis, à chaque problème qu'on a eu, eh ben, on est tombé sur des rencontres de dingue. Pareil, une histoire au Ghana où on ne trouvait pas d'endroit pour dormir. Il faisait nuit et donc on est allé dans un champ en sortant de la route, sauf que une des roues est tombée dans un caniveau et tournée dans le vide, donc et ça commençait à chauffer aussi. Et donc là, on pouvait plus bouger et c'était un peu la panique parce que le 4x4 était un peu dans une position compliquée. Mais bon, après, j'ai utilisé un peu toutes les fonctionnalités du 4x4 pour sortir de là, hein. Ce 4x4, il est incroyable et il nous a sorti de beaucoup de situations où j'imaginais pas que Mhm. ça soit possible avant parce que forcément, j'avais jamais non plus de conduite 4x4 et fait de off-road, de réel off-road, parce que Mhm. c'est pas facile d'aller s'entraîner quand on habite à Paris, sur des routes africaines. Et donc, ouais, non, j'ai eu des moments où, en fait, des gros moments de doute, mais au final, on s'en sort toujours en prenant, faut juste respirer, pas stresser et, euh, et puis être patient et puis voilà, Mhm. au final, on s'en sort. Et donc, du coup, vous avez réussi à sortir le 4x4 du caniveau et vous avez pu dormir près de ce Ouais, village ou... j'ai pas fini cette histoire, mais cette histoire, elle nous a beaucoup marqué parce que du coup, on a réussi à sortir du caniveau, on s'est installé dans le champ et en fait, c'était un champ avec, donc c'était la brousse, hein, il y avait des hautes herbes et tout ça, donc il peut y avoir potentiellement des animaux, des insectes Mhm. un peu dangereux. Et en fait, en pleine nuit, t'as deux personnes qui sont arrivées vers nous, donc on avait déjà installé la tente et tout ça. Donc c'était un peu flippant. Et en fait, bah, le monsieur nous a dit que c'était son champ en fait et que c'était trop dangereux de rester ici. Et en fait, il nous a accueillis dans sa ferme qui était pas très loin. Donc voilà, aussi il faut avoir conscience parce que tu le dis, t'es en pleine nuit, t'as un mec qui vient te proposer de dormir dans sa ferme, tu sais pas qui c'est, donc, bah, Ah, on a c'est décidé chaud. de faire confiance. On l'a suivi. Et puis en fait, sur place, bah, chez lui, on était beaucoup mieux. Il y avait de la lumière, il n'y avait pas d'herbe, c'était plat. Le truc le plus drôle, c'est que ce mec-là, c'était le sosie, mais portrait craché de Yannick Noah. Et donc vraiment, il avait le même sourire et donc on avait l'impression en fait de le connaître. C'était un mec qui était venu nous sauver et c'était très drôle. Et donc il nous a accueillis. C'était un des seuls qui cultivait des fruits du dragon dans sa ferme et il nous a offert des fruits du dragon chez lui. Et c'était une personne en or parce que bah voilà, en général aussi les gens quand chez eux ou à côté, ils demandent de payer un truc pour aider et tout ça, ce qui peut être compréhensible, mais quand on est dans la nature, normalement, il y a, c'est un lieu public et t'as pas besoin de payer Mhm. pour être là. Mais bon, il y a beaucoup de pays où ils demandent de l'argent pour dormir, même sur des spots sauvages. Et là, il nous a accueillis chez lui. Il demandait rien du tout. Lui, il adore accueillir des gens et, il l'a il l'a fait super bien. Et c'est un super moment, une super rencontre. Du coup, bah, je lui ai proposé de mettre sa ferme, par exemple, sur l'application de iOverlander. Et, euh, et je sais que j'ai son numéro et donc je lui parle de temps en temps et lui il a depuis eu plusieurs personnes qui sont venues chez lui et lui il adore du coup les accueillir et ça lui ramène un peu de monde chez lui et des voyageurs, des histoires. Et puis en fait le spot d'en face enfin, qui était pas très loin, le champ, c'était aussi un truc qui était sur iOverlander, mais je crois que c'était un truc où ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'avis, donc pour nous, c'était pas très fiable, mais on y est quand même allé. Et en fait, du coup, les gens allaient dans son champ à lui pendant, il y a dû en avoir pas mal qui ont dû se rendre dans son champ, et maintenant, moi,
Ouais, c'est ça qui est bien, c'est que vu que c'est du partage, j'ai noté sur la vie, n'allez pas dans le champ, le fermier propriétaire du champ vous accueille les bras ouverts chez lui et c'est Mm. beaucoup plus sympa. Et donc, En parlant des rencontres cool et tout, quels ont été, enfin à tous les deux, mais quels ont été vos pays coup de cœur, les lieux vraiment où vous avez été fascinés? il y a eu un pays déjà, j'avais jamais vraiment entendu parler et pour nous c'était juste un pays un peu qu'on allait traverser rapidement et c'était la Guinée. Donc la Guinée, c'est juste en dessous du Sénégal, la Guinée-Conakry. Mhm. Alors il y a un gros contraste entre le Sénégal et la Guinée parce que le Sénégal, c'est quand même relativement touristique. Et la Guinée, là, on arrive vraiment dans un pays où il n'y a pas de tourisme. On croise aucun touriste tout au long de la traversée. C'est que des locaux qu'on va rencontrer. Les gens sont super gentils. Alors c'est très pauvre, hein. C'est pas facile aussi tout le temps, mais les gens sont relativement heureux et donc c'était super agréable et c'est magnifique, c'est très montagneux. Il y a beaucoup de forêts. Alors ça, par contre, c'est un peu triste, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, ils brûlent énormément les terres. Et donc, pour différentes raisons, que ce soit l'agriculture, l'agrandissement pour construire des maisons, villages et tout ça, mais ça brûle de partout et donc ça fait mal de voir ça parce que toutes les forêts brûlent, mais des paysages complètement dingues avec des grandes cascades, des montagnes, aussi le climat est hyper agréable parce que le soir il fait frais, la journée il fait chaud, donc on peut dormir et bien se reposer. Alors que les pays d'après, comme la Côte d'Ivoire, Ghana, etc., c'est très humide et dormir en tente, c'est pas toujours simple Mhm. parce qu'il fait très chaud la nuit, très humide donc on est plus fatigué que les pays d'avant. Mhm. Et sinon, d'autres pays incroyables, il y a le Congo qui était un des pays que j'attendais le plus aussi parce que c'est des forêts primaires incroyables. Immense avec malheureusement il n'y a plus tant que ça d'animaux, ça c'est aussi un peu triste parce que les éléphants, il y a beaucoup de braconnage, les gorilles et tout ça, mais on a quand même eu la chance de voir des gorilles là-bas, euh, des chimpanzés, ça c'était incroyable. Puis après l'Angola et la Namibie, c'est deux pays complètement dingues aussi. L'Angola qui je connais personne qui va en voyage là-bas, mais le tourisme là-bas, c'est sûr et certain qu'il va se développer dans les années à venir, tellement que le pays a du gros potentiel. Avant, c'était la guerre et le pays était miné, donc forcément, les gens avaient peur de se balader. Mais aujourd'hui, les gens ça parle portugais là-bas, donc et les Ok. gens sont hyper gentils. Nous, on parle pas portugais, mais on se débrouillait avec un espagnol un peu scolaire oublié Ouais. et des gestes, mais les gens sont super gentils, les paysages sont grandioses. Après, la Namibie, c'est des paysages, t'as l'impression d'être sur une autre planète à chaque fois. C'est l'un des plus beaux pays, c'est sûr, mais malheureusement, il n'y a plus l'Africa Style qu'on peut avoir sur la côte ouest où bah il n'y a plus personne. C'est un des pays c'est le pays le moins peuplé d'Afrique, je crois. Et voilà, il y a eu un passé assez compliqué là-bas avec un génocide d'une grande partie de la population locale. Donc forcément, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a que au nord du pays où on peut voir un peu des tribus locales et voilà des Namibiens de souche, mais sinon on a l'impression un peu de rentrer en Europe, en Namibie, c'est très allemand. Voilà, on va pas en Namibie pour la population, c'est vraiment pour les paysages. C'est vrai que c'est très touristique aussi le Namibie, donc on s'imagine que les infrastructures, ça doit être aussi moins, j'ai envie de dire, à la route comme on peut trouver sur d'autres pays, j'imagine. Ouais. C'est Ultra touristique le Namibie, Hmm. c'est impressionnant. C'est même un peu trop, mais bon, au moins ils vivent, le pays est stable grâce à ça, donc tant mieux.
Oui. En tout cas, c'est Voilà. noté pour l'Angola, peut-être une destination à regarder Ah bah prochainement alors. franchement, si je peux conseiller un pays à aller, c'est l'Angola. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Il y a autant des montagnes comme des forêts, comme des cascades gigantesques. Je crois qu'il y a une des cascades avec le plus gros volume d'eau d'Afrique, enfin la deuxième, je crois. Mhm. Il y a les chutes Victoria forcément, mais c'est une très très grosse cascade de Calendula, ça s'appelle. Et puis après aussi, quand on se rapproche du Namibie, de la Namibie, il y a le Namib Desert. On rentre dans des paysages complètement désertiques et des petits canyons. Moi, j'avais l'impression d'être à un endroit dans un épisode de Star Wars. Je sais pas Mm. si les gens vont voir, mais au moment où ils font la course avec des vaisseaux dans des petits canyons dans les premiers Star Wars. Et donc c'est vraiment des paysages qu'on voit pas ailleurs. C'est Ouais, incroyable. Et il n'y a c'est pas de fou. touristes. On croise zéro touriste. Pourvu que ça dure, que ça reste un petit Ouais, peu préservé, même si c'est bon pour le ouais, c'est pays, ça. mais pas trop quand même. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, là, après ces 6 mois, ça devait être complètement fou. Donc, tu as monté ce projet, toute pièce, pour quelque part te prouver que tu étais capable de monter ça. Tu reviens avec quoi dans tes bagages? Bah, je reviens avec plein de souvenirs qui seront gravés à jamais, voilà aussi une ouverture d'esprit où on a vu tellement de choses différentes et qui nous ont un peu ouvert les yeux sur beaucoup de choses et comment être heureux, voilà, avec plein de choses. Et, euh, et donc forcément de revenir en France, d'être à Paris, c'est compliqué. De reprendre un travail dans un bureau, bah moi, ça m'a vraiment fait comprendre que je ne suis pas fait pour ça et que c'est pas dans mes projets futurs de trouver un travail à Paris. Voilà, j'ai toujours des idées en tête de partir et travailler sur différents projets, mais peut-être ailleurs, ou en tout cas plus au bord de la mer, parce que moi, c'est vraiment important pour moi. Ça m'a clarifié certaines choses. Puis après aussi, faut l'avouer que c'est pas facile, hein, le retour quand on revient après 6 mois d'aventure totalement différente, parce que l'Afrique, comme on l'a vécu, sans réel confort et tout ça, c'est une vie qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut vivre en France. C'est pas facile de se remotiver sur certaines choses. On est encore un peu la tête ailleurs. On peut pas du jour au lendemain se dire allez hop on switch et on part travailler comme avant quoi. Hmm. C'est pas possible. Et puis oui, c'est sûr que raconter, on s'en rendait compte avec d'autres voyageurs quand on en parlait. C'est compliqué de raconter ce genre d'histoire à des personnes extérieures parce que en fait, c'est pas possible de le comprendre tant qu'on l'a pas vécu. C'est des choses qui se vivent et qui se racontent pas. Mais c'est pour ça aussi que j'ai pris beaucoup d'images et de vidéos. C'est parce que voilà, raconter des choses, c'est sympa, mais au bout si je commence à raconter une histoire à des gens, au bout de 5 minutes, ils vont lâcher parce que Hmm. c'est compréhensible, hein, c'est intéressant, mais bon, voilà, compliqué de se mettre à la place de la personne. Mais à travers des images, c'est plus parlant. Et puis voilà, on voit plus, à travers une image à travers des mots. Et c'est plus intéressant aussi Hmm. pour les autres. Et donc voilà. Et Ah, puis, c'est chouette. aussi raconter l'histoire. Là, par exemple, j'ai eu une réunion un peu de famille il y a quelques temps, et puis tout le monde forcément te pose la question. Alors, comment c'était? Et puis on nous pose toujours les mêmes questions, forcément. Et donc c'est un peu fatigant aussi Hmm. de raconter 30 fois la même histoire. Mais bon, c'est un problème de chanceux, on va dire. Pas Ouais. de riche, mais de chanceux. Ouais, ouais, ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, c'est chouette. J'espère qu'on aura l'occasion de voir tes belles images
dans un documentaire ou un reportage que tu sortiras. J'imagine qu'elles ne vont pas Ouais, rester stockées sur un ouais, ordinateur. J'imagine que tu as un projet derrière. Donc, en tout cas, on a hâte de voir ça en image. Ça doit vraiment être chouette. j'ai des très très belles images encore à partager que j'adorerais réaliser un film. Là, je suis en train de travailler un peu sur ça et notamment aussi surtout une exposition avec les photos et un livre photo des plus beaux clichés qui ont été pris sur la montre. Ça va être chouette. Mais en tout cas, merci beaucoup, Tom, d'avoir partagé ton histoire avec nous, cette expérience incroyable. N'hésite pas à revenir vers nous quand tu auras sorti tes supports et tes projets. On sera heureuse de les partager à la communauté pour les personnes qui s'intéressent. Donc, n'hésite pas à revenir vers nous. Et merci beaucoup pour Ouais. ton témoignage. Bah merci à toi de m'avoir écouté, permis de raconter un peu tout ça. Je sais que c'est important d'avoir un peu des inspirations pour des personnes qui souhaitent un peu se lancer dans des aventures un peu folles et qui peuvent faire peur. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir des retours d'expérience de personnes. Moi, je sais que j'aurais bien aimé avoir des bons retours avant de partir, même si j'ai été en communication avec des personnes qui avaient déjà fait le voyage, mais c'est toujours important d'avoir des avis un peu différents d'un maximum de personnes. Mm, tout à fait. C'est pour ça qu'on fait ça, pour d'essayer de retranscrire au maximum toutes ces expériences pour que chacun se nourrisse et puisse Mhm. faire leur propre voyage après. Donc, bah, merci beaucoup encore pour ton temps et je te dis à bientôt. Ouais, merci beaucoup, Émilie. Bye. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou de le partager autour de vous. Vous savez que ça nous aide beaucoup à gagner en visibilité. Voilà, c'était le dernier épisode de la saison. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute tout au long de cette année et vos partages et vos commentaires sur nos réseaux sociaux. C'est vraiment toujours un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que le contenu vous a plu. En tout cas, c'est l'heure de vous souhaiter des belles vacances en famille. Et nous, en fait, c'est l'heure de se retrouver à la rentrée pour des nouveaux témoignages de parents voyageurs. Bel été, bye!